I'm at the foot of the ladder. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. C'est avec cette célèbre vidéo que je vous souhaite la bienvenue dans le monde mystérieux et complexe des théories du complot. Amis du Chronodox, bonjour! Neil Armstrong a parfaitement ouvert la nouvelle saison de Chronodox que j'ai l'honneur d'entamer. Comme vous l'avez certainement reconnu, nous allons aujourd'hui parler de la théorie du complot qui dit que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. Pendant mon travail, dans un premier temps, je me suis penché sur toutes sortes de documents et médias qui ont fait en sorte que la théorie soit devenue célèbre. Puis, dans un deuxième temps, j'ai fait des recherches sur la manière dont la théorie a influencé la vision actuelle de la guerre froide, et pour finir, je vais lier la théorie aux réseaux sociaux. Dans les années 60 et dans le but d'une suprématie technologique, les deux grandes puissances mondiales de l'époque, les USA et la Russie soviétique, se livrent à une course aux armements qui va notamment développer des armes nucléaires. De cette course en découlera une autre, la course à la Lune. Celle-ci va rapidement porter un nom du côté américain, le fameux programme Apollo. Pendant toute la durée du programme, les USA et l'URSS ont lancé de nombreux satellites dans le but d'envoyer des hommes marcher sur la Lune avant la fin des années 60. En 1961, les États-Unis lançaient leur première capsule habitée pour un bond suborbital de 15 minutes dans l'espace, alors que l'URSS avait déjà envoyé Sputnik 1, qui est le premier satellite artificiel de la Terre, Sputnik 3 avec un chien à son bord, Luna 2 qui a atteint la Lune, Luna 3 qui a fait les premières photos de la face cachée de la Lune, et Yuri Gagarin avait déjà volé dans l'espace. Autrement dit, les États-Unis étaient largement en retard dans la course et cela pourrait nuire à leur réputation. Après l'élection de John Fitzgerald Kennedy en 1960, les USA ont rattrapé leur retard en investissant énormément d'argent dans un programme qui semblait surréaliste au départ. À la fin d'une course acharnée qui a vu des astronautes mourir et des capsules exploser, les Américains sont finalement les premiers à envoyer des hommes sur la Lune. Dans le cadre de la mission Apollo 11, le 20 juillet 1969, Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins marchent sur la Lune. L'écho de cet exploit est gigantesque, le monde entier est rapidement au courant. Les États-Unis ont gagné la course à la Lune, ils ont prouvé leur supériorité technologique et ont sauvé l'honneur de leur pays. Mais l'enthousiasme a rapidement été cassé par, tout d'abord, Jean-Luc Godard, cinéaste français, qui a décrété au téléjournal sur TF1 que le direct était un faux. Ceci a certainement été l'élément déclencheur des doutes concernant la véracité des images diffusées en direct depuis la Lune. Les partisans du canular lunaire sont nés. Les arguments qu'ils ont pour convaincre sont nombreux. En voici quelques-uns. Le drapeau flotte au vent alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. Les ombres paraissent convergentes alors qu'elles devraient être parallèles. La qualité des photos est étonnante. L'atterrissage du module aurait dû produire un cratère. Les astronautes et les objets sont visibles même dans l'ombre. Curieuse absence d'étoiles sur les photos, et j'en passe. Tout le monde a déjà entendu parler de ces rumeurs et elles continuent de tourner, pour la simple et bonne raison que celles-ci paraissent étrangement réalistes. En plus de cela, le contexte des années 70 facilite la méfiance du peuple américain envers son gouvernement. En effet, à la suite du scandale du Watergate survenu entre 1972 et 1974 et qui a mené à la démission de Richard Nixon et de la guerre du Vietnam faisant rage entre le milieu des années 50 et jusqu'en 1975, les Américains se méfient plus aisément des institutions. On comprend donc que les quelques complotistes des années 70 ont facilement et rapidement trouvé d'autres partisans. Pour les trouver, les complotistes ont principalement médiatisé leurs idées de 3 manières différentes, à travers des livres, des documentaires et des films. Pour commencer avec les livres, je peux citer le célèbre ouvrage de Bill Kaysing, « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie de 30 milliards de dollars de l'Amérique », qui est un des premiers travaux sortis à ce sujet. Celui-ci,
paru en 1974, a favorisé la médiatisation de la théorie du complot. En effet, Bill Kaysing est considéré comme l'initiateur des accusations de mensonges relatives au programme Apollo. Dans son livre, l'auteur soutient que l'ensemble du programme Apollo est un mensonge d'État. D'autres livres suivront, comme NASA Moon America de René Ralph, sorti en 1992, ou Dark Moon, Apollo and the Whistleblowers en 1999, livre coécrit par David Percy et Mary Bennett. Les documentaires ont rapidement suivi la publication des livres. La plupart de ces documentaires viennent de complotistes, mais certains sont juste des illustrations, des explications de ce qu'il s'est passé. En voici une petite liste non exhaustive. Did We Go, d'Aaron Hannon, sorti en 2000, Moon Machines, à la conquête de la Lune en français, produit par Science Channel en 2008, et What Happened on the Moon, An Investigation into Apollo, de David Percy, paru en 2000. Ceux-ci sont tous des documentaires qui ne sont pas très connus. Mais il est plus intéressant de se pencher sur deux documentaires particuliers. Théorie de la conspiration, Avons-nous été sur la Lune, de John Moffat, et Opération Lune, réalisé par William Carell. Théorie de la conspiration, Avons-nous été sur la Lune, est LE documentaire qui a fait changer la vie d'une grande partie de la population américaine. En effet, à la suite de sa diffusion, le pourcentage de partisans à la théorie aurait augmenté d'environ 15%. Ce documentaire a été réalisé par John Moffat en 2001. Oui, vous avez bien compris, c'est bien lui le nageur professionnel qui a participé aux Jeux Olympiques dans les années 80. Dans son documentaire, il reprend les arguments des complotistes en faisant notamment apparaître Bill Kaysing, cité plus tôt dans la vidéo. Et puis, le remarquable faux documentaire Opération Lune, qui a été réalisé par William Carell en 2002. Il a été diffusé sur Arte pour le 1er avril 2004. William Carell a choisi ce sujet simplement parce qu'il le considérait comme drôle et que le débat le concernant durait depuis une trentaine d'années. Il a donc mêlé images d'archives et faux témoignages pour créer un canular, autrement dit un documenteur. En le diffusant le jour du Poisson d'avril, le cinéaste était convaincu que le documenteur ne serait pas pris au sérieux, mais ce qui ne sera pas le cas. Les complotistes se le sont appropriés et l'ont utilisé comme un objet qui illustre et prouve leurs idées. Le documentaire, en général, a certainement été la meilleure manière de convaincre grâce aux images qui illustrent les idées transmises à travers le texte. Les films qui traitent de la Lune sont sortis depuis les débuts de la théorie jusqu'à nos jours. En voici quelques-uns. Dans la série des James Bond, en 1971, Les Diamants sont éternels, et en 1979, Moonraker. Et sinon, en 1995, Apollo 13, et en 2015, Moonwalkers. Ce sont des films dans lesquels apparaissent des scènes en rapport avec la conquête spatiale et lunaire. Mais ces scènes n'ont certainement rien à voir avec la propagande même de la théorie du complot. Elles ont plutôt permis aux personnes du monde entier de pouvoir se faire une idée plus précise de ce domaine qui était nouveau à l'époque, de pouvoir illustrer ce qu'on pouvait imaginer. Si on compile ces trois vecteurs de la théorie, une bonne partie de la classe moyenne et riche de la population mondiale de la fin du XXe siècle a pu avoir accès aux idées répandues par les complotistes. Leur moyen de propagande était donc efficace. La vision que l'on a actuellement de la guerre froide est certainement tirée en partie de ces différents moyens de propagande, ainsi que de plusieurs autres éléments importants. Dans la suite de la vidéo, je vais tenter d'analyser ces différents éléments qui constituent la manière dont on voit la guerre froide de nos jours. Depuis les prémices de la guerre froide et jusqu'à la dislocation de l'URSS, les deux puissances mondiales ont décidé de ne pas s'affronter directement et donc de ne pas déclarer de guerre. Ils ont plutôt opté pour des conflits extraterritoriaux dans des pays avec un emplacement stratégique, comme par exemple le Nicaragua, ou pour éviter une propagation du communisme, comme au Vietnam. Quand ils ne se tapaient pas dessus, les deux pays se lançaient dans toutes sortes de courses, venant de plusieurs domaines, comme la puissance nucléaire, la technologie à travers l'espionnage ou la conquête spatiale, la propagande, la conquête de territoires dans le but d'être mieux placés pour l'espionnage, ou encore le domaine politique, avec comme but ultime une suprématie et une influence mondiale. Concernant la conquête spatiale, l'exploit des Américains a marqué l'esprit de tout le monde au vu de l'irréalisme de la situation. Il n'y a qu'à se mettre à la place de la population mondiale dans les années 60 pour mieux comprendre leurs ressentis. Actuellement,
Elon Musk est déjà bien avancé dans les études d'un futur voyage sur Mars en 2024 et la NASA cherche également des colons pour aller sur la planète rouge. Quand les Américains ont marché sur la Lune, ils étaient vus comme des héros aux yeux du monde entier. Ils avaient réalisé l'irréalisable. Grâce à cet exploit, certains pays n'étant pas sûrs de leur position pendant la guerre froide se sont alors tournés vers les USA, le camp du capitalisme. Mais quand on regarde de plus près, l'alunissage des Américains n'est qu'une victoire d'une des multiples courses. Elle n'a fait que de faire légèrement évoluer la technologie. Elle n'est devenue célèbre que par sa propagande. Et puisque celle-ci a été très efficace, l'information a rapidement fait le tour du monde. En fait, le but de marcher sur la Lune pour les Américains étant de défier les Soviétiques, l'ampleur qu'a pris le programme Apollo et sa victoire a tout de même été un moment fort de la guerre froide qui ne s'apprête pas à être oublié. C'est peut-être pour ces quelques raisons qu'actuellement, on pense encore que c'est grâce à la victoire de la course à la Lune que les USA ont finalement gagné la guerre froide. Pour continuer, penchons-nous sur la médiatisation actuelle des théories du complot et donc du Moonhoax. Les vecteurs de ce genre de théories ont bien changé depuis leur apparition il y a une quarantaine d'années. Les réseaux sociaux ont remplacé les livres et documentaires. Ces plateformes récentes sont très utiles pour diffuser des idées, des avis. Lors de leur apparition dans les années 2000, les utilisateurs étaient encore peu nombreux, contrairement à maintenant. De nos jours, tout le monde possède un téléphone portable et est actif sur quelques réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube. Depuis leur création, la propagande des complotistes a pris une tournure différente. En effet, tout le monde peut créer une page Facebook, Instagram ou une chaîne YouTube et ainsi répandre des croyances complotistes, tout comme participer et débattre virtuellement en restant anonyme ou non. Le point négatif par rapport à cette nouvelle liberté d'expression, c'est qu'on peut dire autant de choses vraies que de choses complètement fausses. La grande différence entre les réseaux sociaux de l'époque et les actuels réside donc dans la capacité à contrôler les informations que l'on reçoit. En effet, quand on lisait un livre ou qu'on regardait un documentaire à l'apparence sérieuse avant l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, on ne se posait pas la question de savoir si ce qu'on lisait ou regardait était véridique. On n'avait tout simplement pas les moyens pour contrôler ce qu'on nous disait, on n'avait pas d'autres sources de vérification. De nos jours, les complotistes profitent des réseaux sociaux et de leur popularité pour disperser leurs idées et faire du bruit dans le but de trouver d'autres personnes qui ont les mêmes idées qu'eux. Le fait de se rassembler rend les complotistes plus forts et plus crédibles pour provoquer une réelle pression sur le groupe ou plus généralement le gouvernement concerné par la théorie du complot. En réussissant de cette manière à convaincre le plus de personnes possible que le gouvernement américain et la NASA ont trompé le monde entier, les théoriciens du complot véhiculent une croyance qui est difficile à contrarier. Ainsi, le travail des complotistes porte ses fruits. Je vous laisse donc avec la vidéo de mon collègue Florian qui vous dira si le travail des complotistes a aussi été fructueux lors de l'attentat du 11 septembre 2001. Ground control to Major Tom.